Bonsoir à tous. Cette émission est préenregistrée car jeudi soir, je serai actuellement sur le moment en pleine Nouba. Donc j'ai pas pu enregistrer en direct puisque je suis un homme de la nuit. J'ai donc tenu quand même à ce que vous ayez quelque chose à écouter. Et il est donc préenregistré la veille. Alors si entre-temps, il s'est passé quelque chose de fou dans le monde des fachos et que j'aurais pu incorporer, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, le sujet du jour. J'ai décidé parce que j'ai été interpellé un peu, parce que le monde fasciste, à proprement parler, ces groupuscules ont été pas mal mis en avant ces derniers temps avec la fameuse histoire du Cantin lyonnais. Et je me suis rendu compte de plusieurs trucs, notamment du fait qu'on avait tendance à mettre ensemble tout un tas de groupes d'extrême droite jusqu'au RN, même jusqu'à LR parfois, comme un tout, et qu'eux-mêmes avaient tendance à se considérer en général comme des camarades tout entiers, alors qu'ils ont des différences notables, même parfois structurelles, qui décident certainement par stratégie de pas trop mettre en avant à la face du monde, ou alors pour certains les plus extrémistes de justement pointer leurs différences avec les groupes plus populaires. Je pense au RN par exemple, qu'on associe souvent à tous les groupuscules nazis, à la montée du fascisme dans les rues, alors qu'ils ont des différences super importantes que les groupes fascistes manquent pas de faire remarquer, et que le RN, en quête de légitimité, essaye aussi de faire ressortir. Mais surtout sur les méthodes plus que sur les idées, alors que les groupuscules d'extrême droite, eux, essaient toujours de rappeler leurs différences idéologiques. Donc, j'ai décidé de parler des différences que j'ai notées entre les nouveaux groupes d'extrême droite, à la fois les groupuscules violents, les nouveaux médias, on pense à Frontières, les groupes militants, et les groupes politiques comme Reconquête et le RN, et les groupuscules historiques qui existent parfois depuis 2 siècles, comme l'Action française, leurs différences d'idéologie, et où est-ce qu'ils en sont maintenant, est-ce qu'ils ont un avenir avec la grosse machine qu'est le RN. Alors, déjà donc, c'est important de mettre en avant les points communs de tous ces groupes-là. Quand on va du RN, même de LR, même si honnêtement LR ne sera pas tout le sujet parce que le RN est intéressant puisque dans son passé, il a une histoire très 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 liée avec les groupuscules violents fascistes. Mais donc du RN au groupe néo-nazi, on pense aux Zouaves par exemple de Paris, ou à l'Action française, il y a beaucoup de points communs. Déjà le nationalisme, donc l'idée de la primauté nationale par-dessus tout, d'une nation qu'il faut défendre contre le reste du monde, de la domination ethnique, alors là c'est déjà un peu plus flou, on y reviendra, mais en tout cas de la domination d'un monde européen, d'une société européenne sur les autres. Donc on verra au RN comme à l'Action française dire que le monde européen a tout inventé avant tout le monde, que les endroits qu'il a colonisés, le monde européen a apporté là-bas l'éducation, la modernité, les richesses. Et parfois, certains vont plus loin en parlant d'un ADN, d'une race à proprement parler supérieure. Le RN, eux, disent simplement, en gros, souvent le sujet revient pour les colonisations, qu'ils ont apporté leurs lumières européennes à la sombre Afrique. Autre chose souvent qu'on retrouve, alors même si pour le RN c'est de plus en plus flou, c'est l'ultra-religion. L'histoire, comme on dit, on entend souvent les racines chrétiennes. Le RN, on a peu de députés qui en parlent, ils essayent d'éviter le sujet, mais Marine Le Pen, elle, s'est déjà exprimée sur ce qu'on appelle le français de souche, nos racines chrétiennes, nos églises qui se font abattre pour qu'on y construise des minarets, comme dirait De Villiers. Mais par exemple, Zemmour a embrassé le sujet à fond,
en parlant de cette France qui se perd, cette France chrétienne remplacée par la théorie du grand remplacement. Et par contre, bien sûr, les groupuscules d'extrême droite comme l'Action française en font le cœur de leur combat. La protection de la chrétienté contre l'islam et le reste, le satanisme aussi bien sûr, parce que l'Action française est un mouvement monarchique, donc monarchiste, donc il y a toujours eu cette idée de la chrétienté menacée depuis la séparation de l'Église et de l'État en 1905, et déjà, même s'ils n'existaient pas encore, la considération de la Révolution de 1789 comme un recul dans le lien entre les Français et la chrétienté. Donc il y a toujours la religion au centre, certains plus suggérés que d'autres. De toute façon, le RN, on le verra bien sûr, et essaye d'être plus nuancé sur la plupart des sujets, mais ça reste un des points communs, c'est l'idée de cette France chrétienne qu'il faut défendre, de cette Europe souvent aussi chrétienne, parce que si la plupart sont nationalistes, il y a de plus en plus une notion d'un monde européen plutôt que d'un monde français. Maintenant, parlons des différences. On va y revenir plusieurs fois, mais là, on va simplement les citer. Il y a déjà ce qu'on appelle le souverainisme. Là, c'est plutôt la vieille garde qu'on voit d'ailleurs on voit les derniers dans le Rassemblement national, les Alliot, mais même ceux qui ont quitté le parti, je pense à Philippot par exemple, et sinon dans toute la mouvance des groupuscules néo-nazis, l'idée donc du souverainisme national, tandis que le RN par exemple, ou même Reconquête, se rapproche plus d'une proximité avec le grand monde atlantiste, avec les États-Unis. Et on peut lier à ça le capitalisme. Par exemple, l'Action française est pas du tout capitaliste, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ils protègent évidemment les intérêts des riches, mais sont pas du tout des fans du monde ultra-mondialisé, du libre-échange, du monde de la bourse. C'est pas du tout des Chirac avec des gros costumes et des grosses montres. Ils sont même beaucoup plus favorables au protectionnisme, par exemple. Ça fait pas d'eux du tout des hommes de gauche. Le protectionnisme, c'est pas une mesure spécialement de gauche, mais eux sont plus là-dedans. Ça rentre avec le souverainisme de toute façon. Tandis que le RN, ça reste ultra-libéral, quoi qu'on dise. Ça, c'est les différences notables, mais la plus grosse, à mon sens, surtout depuis quelques temps, c'est l'antisémitisme. Alors que le RN Reconquête un peu moins, et c'est pour ça, on reviendra dessus, qui arrivent à gagner une certaine popularité dans les groupuscules, le RN et une partie des nouveaux groupes d'extrême droite sont ultra-sionistes, depuis notamment, puisque vous ne retrouverez pas spécialement de ligne sur l'antisémitisme par le RN avant le 7 octobre. Depuis le 7 octobre, depuis que la gauche, et c'est ça qui est important, depuis que la gauche a récupéré le sujet de la Palestine et a défendu la Palestine, le RN en opposition et les groupes militants qui y sont liés de près ou de loin ont saisi le combat pro-Israël et soi-disant contre l'antisémitisme. Et donc vous retrouvez Némésis par exemple qui dit défendre les juifs surtout de France qui se font violer par les méchants arabes. Frontière est à fond là-dedans par exemple. Frontière passe son temps à interviewer tout le monde qui se dit de gauche sur l'antisémitisme. C'est eux, Frontière, c'est vraiment leur cœur, c'est la soi-disant lutte contre l'antisémitisme, mais simplement en réaction avec d'un soi-disant antisémitisme de la gauche et notamment de la France insoumise. Donc ça, c'est typiquement deux réseaux, deux médias, deux groupes militants qui ont été créés récemment et qui donc ont saisi ce truc-là sans problème. Le RN, pareil, on reviendra bien sûr, c'est pas spécialement leur ligne historique, mais depuis le 7 octobre, a décidé de se faire les chevaliers de la défense contre l'antisémitisme et d'être les gardiens des Juifs de France, mais simplement comme opposition au combat pro-palestinien. Ça, c'est pas du tout le cas des groupes historiques, que ce soit des groupes historiques néo-nazis, identitaires, ou même de trucs qui ont un temps été très liés avec le Rassemblement national. Je pense notamment au GUD, dont on va reparler plus tard.
Là, on parle de groupes qui sont soit, c'est le cas de l'Action française, sont nés avant la Seconde Guerre mondiale, et au moment de cette Seconde Guerre mondiale ont décidé de collaborer, et ont donc une partie de leur histoire qui est liée intimement à l'antisémitisme. Mais déjà, il faut rappeler un truc, c'est que l'antisémitisme, c'est pas né, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose qui a été nourri pendant des siècles, et l'Action française qui est née au tout début du XXe siècle, a, depuis sa création, toujours été profondément antisémite, dans une époque où déjà c'était considéré comme une expression, une opinion comme une autre d'être antisémite. Et ben, l'Action française s'y est donnée à cœur joie, parce que comme ce qu'on appelle des ennemis de la France, là il y a eu Aurore Berger qui a parlé de LFI comme anti-France façon Pétain, mais le fameux juif qui en réalité contrôle le monde, contrôle les finances, les banques, et avec la fameuse affaire Dreyfus, serait en réalité une sorte d'agent double au service de son propre peuple. Donc en gros, un juif ne peut pas être un Français. Donc l'Action française, c'est ce genre de mesure. Mais plus récemment, le GUD, par exemple, là je suis tombé sur un petit extrait donc, d'un petit slogan du GUD. Donc le GUD, je vous rappelle, c'est une sorte de groupe d'extrême droite qui officiait comme un syndicat étudiant pendant longtemps, d'extrême droite, très lié à la fac Assas, et qui a été dissous il y a quelques années, je ne sais plus combien de temps exactement, et qui a été pendant très longtemps lié avec le Front National puis le RN. Il y a nombreux des cadres un peu secrets du RN, le fameux, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, j'ai oublié son nom, le mec qu'on a dit était le chef de cabinet de Jordan Bardella. Mediapart avait dit ça, et d'ailleurs en fait c'était un peu faux, mais beaucoup de cadres d'abord du FN, parce qu'ensuite on reviendra, mais Marine Le Pen a essayé de faire un peu un petit nettoyage là-dedans, mais le FN a été très lié avec le GUD, notamment, si c'est pas directement politique, plusieurs personnes qui ont été membres du GUD pendant leurs années de fac sont ensuite devenus des entrepreneurs à succès et financent aujourd'hui le Rassemblement national. Donc ce fameux GUD-là avait un petit slogan « Deauville Sentier, territoire occupé ». Je dois vous rappeler que Sentier, c'est un des quartiers parisiens où la communauté juive est particulièrement présente. Deauville, c'est un peu pareil, sauf que bon, c'est en Normandie. Donc l'antisémitisme est pour tous ces groupes-là super ancré. Alors, et là, je ne parle pas des groupes néo-nazis qui vont... comme dans le nom, c'est plutôt antisémite dans l'idée. Mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité ? Eh ben, les groupes néo-nazis, pour les plus sérieux d'entre eux, les plus disciplinés d'entre eux, on a souvent, lors de réunions, des lectures religieuses des grands auteurs liés à notre mouvement. Et donc, par exemple, Charles Maurras, qui est un des grands auteurs de l'Action française, Faurisson, plus récent, mais un des premiers théoriciens du négationnisme, donc fait de nier l'existence des camps de concentration. Tout ça, ce sont des textes qui sont lus par les groupes néo-nazis. Mais si vous voulez, c'est un antisémitisme qui est plus académique, qui est plus historique que réellement dans la pratique. C'est assez rare aujourd'hui que les groupes néo-nazis aillent s'attaquer à des synagogues. Par contre, il y a une haine du juif, mais qui est plutôt dans un cadre qu'on qualifierait de quasiment religieux. La haine du juif, c'est normal pour nous, il faut qu'on déteste les juifs, puisque nos prédécesseurs de nos groupes le faisaient. Maintenant, aujourd'hui, la cible, même pour les néo-nazis, c'est plutôt les Arabes et les Noirs, parce qu'en plus, c'est plus simple à repérer, et puis surtout, on entend plus parler d'eux. Mais il y a quand même toujours ce spectre de l'antisémitisme qui est super important, et qui est à l'origine de tensions, alors que nous, à gauche, on n'entend pas spécialement, parce que c'est ce que je disais au début, on fait un gros tas de tous ces groupes-là, mais à l'intérieur, il y a des grandes tensions. Ce qui a motivé notamment mon idée pour faire cet épisode, c'était que le fameux Quentin, là, il était un peu affilié avec l'Action française. Alors l'Action française a dit qu'il n'était pas membre, parce que pour être membre, il faut payer, mais il traînait avec eux un moment, avec une des cellules de l'Action française dans la région lyonnaise. Et l'Action française a fait un petit communiqué. Je vais revenir dessus parce que c'est encore plus compliqué que ça. Mais à ce moment-là, l'Action française a fait un communiqué en disant que c'était honteux que Quentin se soit sacrifié pour les sionistes de
de Némésis, parce que Némésis, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, s'est beaucoup prononcé dans le soutien à Israël, pour l'action française qui est profondément antisémite et qui est bien sûr anti-Israël, comme l'était Jean-Marie Le Pen, on va y revenir. C'est pour eux absolument insupportable qu'un groupe qui se dit nationaliste soit si tolérant envers le peuple juif. Même si nous, bien sûr, on ne trouve pas que Némésis ce soit vraiment des défenseurs du peuple juif, il y a le soutien d'Israël qui suffit amplement aux mecs de l'Action française qui gerbent l'existence d'Israël. Ça ne veut pas dire qu'on a les mêmes combats qu'eux, hein, mais... Et donc, alors je reprécise quand même ce truc-là. Ce qui est marrant avec ce petit communiqué de l'Action française, c'est qu'ensuite il y a une autre branche de l'Action française qui a dit « c'est pas nous, c'est un autre groupe qui s'appelle Action française et nationalisme, je crois. » Donc c'est des mecs c'est Action française, mais ils ont rajouté un petit truc. Et alors... Le problème, c'est que maintenant, on ne sait plus qui sont les vrais de l'Action française, parce que les mecs qui ont dit que c'était pas eux, ils ont en plus fait un communiqué en disant que l'Action française n'était plus antisémite, qu'ils avaient rompu avec ça depuis longtemps. Je précise que c'est un peu dur de rompre avec l'antisémitisme quand t'es l'Action française, puisque quand tu rentres à l'Action française, t'as une petite liste de bouquins, tu vois, et dedans, tu as évidemment Charles Maurras, qui est... certes, un mec très brillant, mais dont l'antisémitisme était la plus grande passion. Donc en gros, si tu veux vraiment en finir avec l'antisémitisme, tu brûles tous les livres de Charles Maurras. Jacques Bainville, qui est qui est l'historien de l'Action française, c'est un mec de fait était un historien, hein, mais qui a fait plusieurs histoires de France, lues à la manière avec les yeux des gens de l'Action française. Et alors là, dedans, c'est pareil, à l'antisémitisme, on y va à foison, mais parce que c'est dans les racines de ce groupe-là. Donc dire qu'on rompt avec l'antisémitisme, c'est pas vrai, et puis c'est impossible. Mais donc, parce qu'il y a ce truc-là, ce communiqué, c'est un peu marrant, parce qu'on sait pas trop, c'est un peu comme les groupes indépendantistes corses, qui disent que que eux c'est pas eux, qu'ils ont volé le nom des autres, mais parce qu'en fait, en réalité, ils ont un peu tous les mêmes idées, et les mêmes noms surtout, donc c'est un peu compliqué. Je vous renvoie à la BD L'Enquête Corse, pour avoir cette référence. Ensuite... je me suis dit qu'il était important de rappeler, parce qu'on le fait souvent certes, mais c'est pour des bonnes raisons, même si je vais quand même faire une seconde lecture où je critique un peu ça. Mais on parle du RN aujourd'hui, qui donc s'est positionné en ultrationniste, mais comme vous le savez, la naissance d'abord du Front National, c'est des collabos, des mecs de la division Charlemagne. Alors on dit ça un peu partout, mais la division Charlemagne, donc c'était une division de l'armée nazie qui était composée en grande majorité de volontaires français. Donc c'est des mecs comme ça, c'est des membres importants de la collaboration, du régime de Vichy. Parfois c'est simplement des royalistes. D'autres sont des nationalistes. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a aucun résistant dans l'histoire. Et donc, c'est un peu étonnant d'être nationaliste au moment de l'occupation et de ne pas être résistant. Mais pourtant, il y en a eu, et ces mecs-là ont fondé le FN. Mais donc, quand tu es collabo, et encore plus quand tu es membre de la division Charlemagne, c'est dur de ne pas être antisémite. D'autant plus qu'au au moment de la création du Front National, l'antisémitisme, juste après la guerre, on faisait gaffe à ce qu'on disait, mais ça n'empêchait pas les mecs du FN d'assez ouvertement dire des trucs terribles. Et sorti de ce parti, le mec qui était considéré comme le plus clean de tout ce groupe-là, c'est-à-dire Jean-Marie Le Pen. Sur quoi est-ce qu'il était clean ? Eh ben, c'est assez simple. Quand vous avez des monarchistes, par exemple, un mec comme Jean-Marie Le Pen qui dit que la démocratie ne le dérange pas, qu'il trouve que au final c'est pas si mal et que c'est certainement mieux que la monarchie, et ben c'est quand même mieux pour présenter ton parti qu'un mec qui appelle la République lagueuse, qu'un mec qui peut pas s'empêcher de dire que de toute façon c'est les juifs qui contrôlent le monde. Jean-Marie Le Pen, c'était le mec présentable au final. Alors bon, vous vous doutez du coup les monstres que les mecs étaient derrière lui, quoi. Mais donc, le FN naît dans un climat ultra antisémite. Ça ne se voit pas sur le programme, puisque très vite, le FN s'attaque surtout aux immigrés. Et les juifs, pour la plupart d'entre eux, ne sont pas immigrés à ce moment-là. Par contre, donc, dans le programme du FN, il n'y a jamais eu de mesures antisémites. Par contre,
dans les opinions. À une période, donc les années 60, on a commencé, avec des figures comme Simone Veil par exemple, à réfléchir à la notion de mémoire, sur la Shoah notamment, et sur l'occupation. Et là, ont pu s'exprimer notamment les cadres du FN et Jean-Marie Le Pen, qui donc, des années 60 aux années 90-2000, a pu plusieurs fois s'exprimer sur le sujet de la Shoah. Donc alors lui, il n'a jamais été négationniste, il n'a jamais nié son existence. Par contre, vous êtes sûrement au courant de sa fameuse take où il dit que la Shoah n'est qu'un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Entre autres, les blagues sur les chambres à gaz, qu'est-ce que c'était déjà la blague sur le ministre de Giscard d'Estaing, dur à four crématoire, bref, un mec assez génial qu'on savait de fait, en tout cas dans ses discours antisémites. Alors il y a des gens qui disent que Jean-Marie Le Pen n'était pas spécialement antisémite lui-même, mais en tout cas les gens autour de lui l'ont poussé à porter ça parce que à l'époque ça voulait dire quelque chose, parce que les collabos notamment étaient encore vivants, et les collabos ça représentait beaucoup de gens, quoi qu'on dise, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on n'était pas encore, parce que il faut le dire, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu toute une période où la France, qui a raison, s'en voulait quand même pas mal, on a au fur et à mesure essayé de faire disparaître complètement l'antisémitisme, et ça donne la situation aujourd'hui où, avant le 7 octobre en tout cas, l'antisémitisme était, j'ai pas envie de dire résiduel comme Jean-Luc Mélenchon, pas du tout, mais il était combattu comme aucune autre forme de discrimination, c'est-à-dire très bien, à la télé, toutes les célébrités antisémites ont été dégagées, on les a jamais revues, c'est très bien, je pense à Dieudonné, Alain Soral. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà ? La LICRA a fait... est devenu ultra populaire. Bon, aujourd'hui, maintenant, c'est tombé en désuétude, mais l'antisémitisme est devenu le combat parmi toutes les autres discriminations suite à la Shoah, et c'est très bien. Et donc, pendant longtemps, le RN, enfin le FN plutôt du coup, avait cette position qui était ultra polémique, mais qui parlait quand même encore à des gens, puisque il y a eu, avant que les collabos meurent, il a fallu quand même, il en reste encore quelques-uns, quoi. Et surtout, pour tous ces cadres-là, qui donc avaient 40, 50 ans, c'était impossible d'avoir un mot de sympathie pour les juifs qui détestaient. Donc, le FN était compagnon de route de plein d'autres groupes déjà ultranationalistes et par ailleurs antisémites. À ce moment-là, c'était impossible de séparer. Il n'y avait pas de groupe nationaliste et encore moins de groupes suprémacistes qui n'étaient pas antisémites. Parce que c'est simple, les groupes suprémacistes blancs parlent d'une domination juive, donc non, certainement pas du coup, d'une domination blanche. Et quand ils parlent de domination blanche, évidemment, ils mettent de côté les juifs, qui mettent du côté des autres. À ce moment-là, évidemment, donc ça ressemble au nazisme, mais bon, il fallait plus parler de nazisme. Mais un groupe comme Ordre Nouveau, par exemple, qui est ressorti comme ça dans les années 60, donc 15 ans après la fin de la guerre, c'est là où ont pu réapparaître un peu les groupes néo-nazis. Ceux qu'on a appelés les premiers néo-nazis, puisque avant c'était les vrais nazis, là c'était les premiers néo-nazis. Et ben le FN a soutenu bien sûr Ordre Nouveau. Ordre Nouveau, c'est des mecs façon Ku Klux Klan avec des grands tabliers blancs avec des croix celtes et des torches, quoi. Sans le petit chapeau en cône, mais quasiment. Donc le FN, comme ça, a baigné dans l'antisémitisme pendant très longtemps. Pas pour des raisons électoralistes, peut-être d'une certaine manière, parce que comme je l'ai dit, le monde collabo existait encore. L'antisémitisme à ce moment-là était très lié avec le racisme. En gros, les gens détestaient autant les Arabes que les Juifs. Et on sortait aussi, le XXe siècle a été un siècle plutôt, on peut le dire, marqué par l'antisémitisme. Et surtout le négationnisme, parce que là où on dit que c'est pas électoraliste, c'est que c'était pas dans le programme et que c'était super combattu l'antisémitisme, autant que ça l'est aujourd'hui déjà. Mais le négationnisme a parlé aux gens, le collaborationnisme évidemment a parlé aux gens même après la guerre. Donc c'était électoraliste d'une certaine manière, mais c'était surtout que les mecs qui ont fondé ça étaient eux-mêmes les pires antisémites de France. Quand Jean-Marie Le Pen a été poussé vers la sortie, Marine Le Pen, elle,
a marqué une rupture complète avec tout ça. D'abord un peu en soum-soum. Donc elle a commencé à virer tous les mecs qui étaient membres de groupes violents. Alors elle a gardé pendant longtemps une certaine proximité avec des gens du GUD qui sont restés super longtemps. Frédéric Chatillon, je viens d'avoir un éclair là, de génie de qui était le mec qu'on a dit qu'il était le directeur de cabinet de Bardella. Mais Frédéric Chatillon, par exemple, est un membre très important du GUD qui bosse pour le RN actuellement. Il y en a d'autres qu'on trouve au fameux dîner des bâtisseurs où était présente Marine Tondelier, par exemple. Mais elle a quand même essayé de faire le ménage. Déjà à l'intérieur de ses rangs, elle a viré tous les nationalistes un peu crazy, ou alors elle les a laissés mourir. D'autres ont été juste déçus. Alors c'était parfois un peu avant le départ de Jean-Marie Le Pen, le fameux Bruno Maigret qui a candidaté en 2002. En parallèle c'était le numéro 2 du FN pendant longtemps, et en parallèle de Jean-Marie Le Pen, tu avais ce mec-là qui était un peu une sorte de technocrate du FN. Lui, par exemple, a fait son chemin, mais Maigret, par exemple, Marine Le Pen préfère ce genre de profil, des mecs absolument pas dans l'action violente, ultra facho, mais dans une méthode plutôt technocrate intellectuelle. Elle a dégagé en gros tous les gros bras, toutes les grandes gueules qui étaient incapables de retenir tout ce qu'ils pensaient. Et surtout, elle a rapidement condamné ces groupes-là. Ce qui lui a valu tout de suite un rejet de la part de tous les groupuscules d'extrême droite qui voyaient dans le FN un peu comme l'IRA et le Sinn Féin, en gros leur branche politique. Le FN était leur branche pour gagner dans les urnes, alors qu'eux étaient dans les rues. Marine Le Pen, quand elle est arrivée à la tête du parti, a dit non, c'est fini, je n'ai aucun rapport avec tous ces groupes violents. Et certainement pas avec l'antisémitisme. Je leur dis, ça veut pas dire qu'elle a réellement coupé les ponts avec tout ça. Il y a plusieurs membres du GUD qui sont restés, sûrement les plus intelligents pour elle. Mais en tout cas, elle a viré dans ses rangs les mecs qu'elle trouvait trop bêtes, en commençant par son père. Et d'ailleurs, depuis que Marine Le Pen a pris les rênes, vous avez que très rarement vu des phrases ultra polémiques sorties par des députés RN. Déjà, le fait de passer du FN à RN, ça a été quelque chose de fort. Mais même de manière générale, alors qu'avant c'était quasiment une technique de com pour Jean-Marie Le Pen et les siens, de faire des phrases hardcore, sur l'inégalité des races, le point de détail, entre autres. Et ben elle a changé de méthode complètement, donc d'abord dans ses rangs en virant des gens comme ça, et puis aussi officiellement. Elle a vite dit que c'était fini, et d'ailleurs c'est suivi aujourd'hui par Bardella, parce que vous l'avez sûrement vu, alors qu'en parallèle s'organisait la marche en soi-disant d'hommage à Quentin, la parade néo-nazie à Lyon, Bardella, lui, très vite a dit qu'il n'avait aucun rapport, que le RN n'avait aucun rapport avec tous ces groupes ultra-violents et néo-nazis. Le RN, dans sa quête de légitimité, ne peut plus s'afficher avec des groupes comme ça. Néanmoins, avec un RN qui grandit, il y a quand même un regain de popularité pour ces groupuscules violents et de fait à tradition pour certains néo-nazis. C'est là un peu qu'on trouve un choix de camp pour certains. Alors, un jeune militant ultra-facho, par exemple, il choisit soit une branche historique, donc pensons à l'Action française, à des groupes néo-nazis, à Ortorum en Yvelines, les Zouaves avant qu'ils ferment, des groupes qui ferment comme si c'était un commerce qui soit dissous, ou le GUD, donc des groupes historiques, l'Action française étant le plus ancien, avec des traditions liées à un désir du retour à la monarchie, un ultranationalisme et surtout un antisémitisme, parce que l'Action française considère globalement les juifs comme les grands comploteurs, donc je pense qu'on peut parler d'antisémitisme. Ou alors d'aller vers des groupes nouveaux, comme, Némésis, qui donc sont des groupes créés très récemment, et surtout fidèles au RN, et donc sur plein d'aspects, les suivants sur toute la ligne, et notamment sur le sionisme,
encore plus Némésis, par exemple, où vous avez surtout entendu parler d'eux ces 2-3 dernières années. Donc, donc, depuis le 7 octobre, on les entend beaucoup parler de l'État d'Israël. Frontières, c'est un peu pareil. Je ne sais pas exactement quand est-ce que ça a été créé, mais nous, on les entend beaucoup depuis le 7 octobre. Donc, eux, ce sont les nouveaux groupes qui n'ont pas cette histoire, ces racines antisémites, ce qui est quand même génial, mais sont sont beaucoup plus modernes dans leur approche. Donc, ça ne veut pas dire que c'est des gens bien. C'est juste que eux ont décidé d'être pro-sionistes, tant ils détestent les Arabes et tant ils détestent les musulmans. Alors, ils ont considéré que le mieux pour porter atteinte aux insoumis comme aux musulmans en France, le mieux était de prendre la défense d'Israël. D'ailleurs, j'en ai parlé un peu la semaine dernière, mais c'est aussi des différences de méthode. Prenons un groupe comme Némésis, par exemple, qui s'affiche plutôt dans une manière de militer qui est sur la victimisation, on va dire. Tout le temps, mais c'est très concret, hein, c'est des reels dans lesquels ils montrent quand elles se font attaquer en manif, quand elles se font insulter en manif. Frontière fait pareil, bien sûr, Florentin avec sa tête dans la farine. Il y a la victimisation comme outil politique, pour montrer que c'est la gauche qui est violente. Eh ben, c'est un peu pareil, c'est la gauche qui est antisémite, c'est la gauche qui attaque les juifs. Nous, on se fait attaquer, nous, on est des simples militants, et pour Némésis, des simples militantes. Alors que les groupes plus historiques, comme l'Action française, comme les Zouaves, ont en eux une histoire violente, une tradition de la rue, parce que dans les années 60, par exemple, comment est-ce qu'il s'appelle ? Ordre Nouveau était tout le temps en train de se castagner avec la LCR. Les skinheads des années 60, 70, 80 se sont toujours battus avec les groupes Redskins. L'Action française, c'est absolument pareil. Les Zouaves, donc les Zouaves qui étaient à Paris, tous les soirs menaient des bagarres avec les Antifas. Les traditions hooligans dans le foot et ultra lyonnais, par exemple, sont bien sûr ultra violents. Donc, ça va être dur de demander à un néo-nazi au crâne rasé de faire la victime, de faire un reel où il montre qu'il s'est fait écorcher la tête. C'est pas du tout dans sa logique, parce que le masculinisme est super important pour eux, et faire la vicose porterait un peu atteinte à cette idée-là. Tandis que Frontières ou Némésis sont pas du tout là-dedans. Alors Némésis porte un côté ultra traditionnaliste, mais comme elles sont des femmes, et qu'elles ont une approche un peu tradie de la place de la femme, et ben qu'est-ce qu'elles font ? Elles font appel à des copains néo-nazis pour les défendre. D'ailleurs, on a vu les extraits sortis par l'UMA de messages où Némésis disent qu'elles sont prêtes à faire les appâts pour les gros bras à côté. Donc, pour elles, la victimisation fait sens, puisqu'elles leur permettent de montrer que... en plus, c'est marrant parce que ça fait kiffer l'ultra-droite, parce qu'elles disent « Ah, vous voyez, les antifas attaquent des femmes au lieu de s'attaquer à des vrais hommes. » Tandis que, bon, Frontières, on sait pas trop pourquoi, mais ils aiment bien juste faire les vicos, quoi. Donc il y a ce regain de popularité de ces différents groupes. Alors en gros, tu choisis soit tu fais la vicose ultra sioniste sur Insta, soit tu vas dans des caves sombres avec des crânes rasés et des torches. N'empêche que le RN a donc pas réussi à gagner le cœur de tout le monde. Tous les jeunes qui vont plutôt vers l'Action française ou les groupes néo-nazis. Quand je dis néo-nazis, je dis pas ça au hasard. C'est vraiment des groupes qui se disent néo-nazis. Ils le disent pas devant la caméra, mais la croix gammée dans la cave, ça veut dire quelque chose. Ou la croix celte fonctionne aussi, hein, bien sûr. Donc, ça parle. Je pense par exemple à la Cocarde, qui est ce syndicat étudiant qui est né il y a quelques années en succession du GUD, qui lui est intimement lié avec plein de groupuscules qu'on a vu parader notamment samedi dernier, qui prend d'année en année de plus en plus d'adhérents.
Alors que la cocarde n'est pas spécialement liée avec le Rassemblement national et encore moins dans les méthodes. La cocarde, par exemple, comme le GUD a cette tradition d'aller briser des blocus. Donc les mecs de la cocarde de Assas vont à Tolbiac pour essayer de casser les blocus. Alors souvent ça marche pas trop, mais parfois malheureusement ça marche et ils envoient des mecs à l'hôpital. Ok. Donc, ça ne veut pas dire pour autant que le RN n'a pas encore aujourd'hui dans ses rangs une tradition, non pas une tradition, dans ses rangs des restes d'antisémitisme. On l'a vu par exemple pendant les législatives, quand le RN a dû sortir des milliers de candidats pour en avoir un dans chaque circonscription, ils se sont retrouvés à soutenir des gens qu'on dira peu fréquentables et surtout avec des Insta et des Facebook pas très clean. Alors voilà, le classique c'est, je sais plus dans quel coin, mais les 3-4 candidats RN qui faisaient qui se déguisaient en nazis, qui faisaient des petits saluts nazis tranquilles. Ou avec de temps en temps des takes, notamment pendant le Covid, vous voyez, ultra complotistes, le complot juif, des trucs comme ça. Mais c'est quand même surtout l'idée de se déguiser en Hitler et d'avoir une casquette d'officier du Reich, quoi. Et ben c'est ça en fait l'antisémitisme qu'il y a aujourd'hui au RN. Alors nous, on a beaucoup parlé pendant les législatives pour dire un peu pointer du doigt l'antisémitisme historique du RN, c'était de dire qu'il a été fondé de fait par la division Charlemagne, par toutes sortes de collabos, et qu'on a aussi pensé à ressortir quelques takes du père Jean-Marie Le Pen, mais de fait, il faut l'admettre, le RN n'a aujourd'hui plus d'intellectuels antisémites, parce que il faut le savoir, pendant longtemps, l'antisémitisme était un truc d'intello, en fait. C'était beaucoup de penseurs. Alors, Céline, par exemple, évidemment, mais des mecs comme Maurras, qui étaient des gens, de fait, qui étaient des intellectuels, avaient un antisémitisme pensé. Et ça, il en reste plus rien dans le RN. Il n'y a plus aucun membre important du RN qui est un penseur antisémite. En tout cas, pas ouvertement, mais bon, quand on y pense, il y a peu de chance. J'en imagine pas trop. J'imagine pas Jean-Philippe Tanguy écrire sur le grand danger juif, quoi. Ça veut pas dire que c'est des gens bien. Mais par contre, il en reste une légèreté vis-à-vis de l'antisémitisme, une culture un peu éloignée de l'antisémitisme. Par exemple, tous les candidats RN là qu'on voit qui posaient avec des brassards nazis, c'est parce que dans leur jeunesse ils étaient un peu skinhead, et donc quand t'es skinhead, t'as toujours ce pote dans sa cave, il a des sculptures d'aigle, il a peut-être une casquette du Reich, quoi, mais une approche légère, quoi. L'antisémitisme c'est un truc un peu gaulerie, et puis on est un peu d'accord avec Hitler quand même sur les Noirs et les Arabes. Donc c'est ça, il reste que ça en fait, une sorte d'antisémitisme un peu réfléchi. Tandis que le FN avait dans ses rangs des antisémites intellectuels, mais ils sont pas forcément morts, hein. Par exemple, Philippot, Louis Alliot, qui est encore officiellement au RN, mais qui ont été un peu écartés par Marine, c'est des personnages qui flirtent avec l'antisémitisme. Philippot, par exemple, dans tous ces trucs complotistes, etc., a évidemment une lecture antisémite du truc. Mais ils sont en train de mourir lentement, et ça veut pas dire pour autant que le RN défend vraiment les juifs. C'est un peu évident pour nous, mais bien sûr qu'ils ont saisi l'antisémitisme simplement pour gratter des voix contre la France insoumise. En attendant, c'est un peu dur de compter sur le RN pour défendre quelque minorité que ce soit, quoi. Mais néanmoins, ça fait quand même un peu chier la plupart des gens de ces groupuscules-là, qui restent très attachés à cette notion d'antisémitisme, parce que c'est dans leur cœur, et surtout, au moment de la naissance de l'État d'Israël, ça a fait énormément débat. Par exemple, Jean-Marie Le Pen a toujours été proche des mouvements palestiniens, pas parce qu'il aimait les Arabes, mais parce qu'il détestait tellement les Juifs que la création de l'État d'Israël était honteux pour lui. Et l'action française
les groupuscules néo-nazis, évidemment, méprisent l'État d'Israël, puisque en tant qu'héritier d'Hitler, la création d'un État juif qui considérait comme un sous-peuple, et surtout un peuple qui ne pouvait qu'être nomade, leur a fait s'étouffer, quoi. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit un jeune Jordan Bardella, à l'époque où Jean-Marie Le Pen était encore le boss, tracté pour la Palestine avec des mecs du PCF. Il a vraiment fallu attendre ce tournant Marine Le Pen pour que le RN devienne un mouvement pro-Israël. Mais d'ailleurs, même avant le 7 octobre, c'était plutôt silence radio. Mais depuis le 7 octobre, peut-être parce que Marine Le Pen elle-même, d'ailleurs, est peut-être plutôt pro-Israël, on n'en sait trop rien, mais ce qui est certain, c'est que leur position politique, surtout par stratégie, est depuis d'être ultra pro-Israël. On a vu Bardella qui y est allé, d'ailleurs. Mais par contre, tous les cadres du Front National étaient évidemment contre Israël, et donc on a vu Jean-Marie Le Pen aller plein de fois dans des instituts palestiniens, avoir évidemment plein de... Il avait un peu ce truc-là qui était absolument énervant, c'était de détester les Arabes en France, et par contre de faire des discours super émouvants sur l'armée israélienne qui tuait plein de Palestiniens. Et simplement parce qu'il était antisémite. Et c'est une des raisons pour lesquelles les groupes néo-nazis avaient absolument aucun problème avec le FN. Tandis que dès que le RN, là, ces dernières années, a pris ce tournant pro-Israël, eux, ça leur est insupportable. Je pense à l'Action française, qui, je pense qu'une partie d'entre eux refuse de voter RN, notamment pour ça. C'est un calcul du RN qui a marché, puisqu'ils ont réussi à draguer une partie des Juifs de France. Par contre, leurs fans racistes historiques, ça leur a déplu. Et d'ailleurs, même sans les groupuscules néo-nazis, il y a encore dans la population des gens qui sont racistes, qui n'aiment pas les Arabes et qui sont toujours un peu mal à l'aise vis-à-vis des Juifs. Qui a tout... Cette idée du grand complot juif, on le voit actuellement avec Epstein, là. Et toujours la popularité d'un mec comme Dieudonné, par exemple. C'est un truc qui a été présent pendant des siècles, qu'on a plus ou moins éradiqué, en tout cas qu'on a arrêté de normaliser dans le débat public, dans les écrits, à la télé, après la Seconde Guerre mondiale, mais qui aujourd'hui existe encore et est encore important, parce que pour quelqu'un qui est complotiste, et il y en a beaucoup, eh ben, c'est super intéressant l'idée de ce peuple qui est là depuis toujours, qui, alors pour les gens qui sont un peu chrétiens, en plus a trahi Jésus, mais qui surtout... Comme c'est un peuple nomade, a toujours été un peu partout, a tiré les ficelles. Aujourd'hui, en plus, combien de fois on a entendu le fait que les Juifs occupent tous les postes importants à Hollywood, les fameux clichés sur les Juifs qui occupent tous les postes liés à l'argent. Je veux dire, l'antisémitisme, il a absolument pas disparu, et encore plus, l'idée de ce grand complot-là n'a pas disparu. Donc, je pense évidemment que dans la population, il y a des gens qui sont aussi un peu saoulés du discours pro-Israël du RN, parce que l'antisémitisme complotiste existe encore. Après, bon, en vrai, la plupart des gens maintenant, le raciste un peu de base qui regarde CNews par exemple, il est absolument pas antisémite. Si CNews pointait le juif comme le grand problème, ce qu'ils auraient fait si c'était un journal de presse dans les années 20-30, là, comme ils en parlent plus, les gens quasiment savent même pas ce que c'est. Alors que comme le maghrébin est le problème d'après CNews, eh ben c'est le problème pour eux. Et là-dessus, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de problème avec le RN. Mais des gens un peu plus complotistes ou des gens très attachés au grand mouvement d'extrême droite historique, eux sont mal à l'aise avec ça. Et c'est pour ça que il y a un parti qui a réussi à saisir tous ces gens-là, et notamment à avoir le soutien de tous les groupuscules d'extrême droite, néo-nazis, souverainistes et suprémacistes blancs. C'est Reconquête. Reconquête, quand c'est sorti de terre, Zemmour, alors qu'il est juif, et c'est ça qui est génial, a réussi à draguer tous ces gens-là avec un discours plus affirmé déjà sur la grande France chrétienne et ses racines, sur la société européenne comme la première, la plus dominante, à raison, et aussi avec notamment la réhabilitation de personnalités comme Pétain,
Pour nous, gens normaux, c'est complètement fou, mais en fait, il y a des gens, là, chaque année, là, il y a ce truc à Vichy, là, de l'hommage au maréchal Pétain. Donc les mecs, ils te disent que c'est surtout pour l'homme qu'il a été pendant Verdun et tout, et puis après, tu vas regarder, et puis les mecs, ils ont des croix gammées dans leur cave, littéralement. Donc, pour une partie des gens, en fait, Pétain, c'est un mec stylé, quoi. Il y a un truc où nous, on est tous persuadés que les groupes identitaires d'extrême droite sont fans de la résistance, par exemple. Parce que vous demandez aux gars de Frontières, par exemple, après, vous pouvez leur demander plein de choses, comme ils sont cons, c'est peut-être pas un bon exemple, mais partons du fait qu'il y a un gars de Frontières qui est super intelligent. Vous lui demandez son avis sur Jean Moulin, par exemple, sur la résistance en général. Il trouve que c'est génial, que les collabos étaient des crevures et que le chant des partisans, par exemple, c'est un chant glorieux. Mais par contre, il faut pas croire que c'est l'unanimité chez les groupes d'extrême droite. Pas du tout. Encore aujourd'hui, vous demandez à l'Action française ce qu'il pense de Jean Moulin et de son action, mais même des mecs plus à droite, genre Charles Pasqua. Hein. Tous les gaullistes, par exemple, aujourd'hui, on demande à Frontières ce qu'ils pensent de Charles de Gaulle, c'est génial, quel grand homme. Tu demandes aux gens de l'Action française qui c'est Charles de Gaulle, ils gerbent. Il n'y a pas du tout un consensus à l'extrême droite sur la résistance. La résistance, pour eux, c'était avant tout des mecs, des communistes, des ennemis de la France, parfois même des étrangers, parce que je pense à Manouchian, des mecs comme ça. En tout cas, pour eux, ce qui faisait la grandeur de la France, c'était Pétain, c'était la collaboration. Alors bien sûr, on peut trouver que c'est complètement con, mais pourtant, eux trouvaient ça très bien, mais aussi parce qu'ils étaient antisémites, homophobes et racistes, comme l'était le gouvernement de Vichy. Mais donc aujourd'hui, pour une partie de cette population-là, qui... Je leur dis, c'est pas du tout en train de régresser. Aujourd'hui, t'as plein de gens de notre âge qui, alors qu'ils sont nés il y a 20 ans, s'intéressent à ces groupes historiques et donc prennent tout leur combat et toute leur histoire pour la leur. Et donc, on retrouve des gens de 20 ans qui trouvent que Pétain, en réalité, c'était un mec génial. Alors, ils le disent pas trop. Mais ça, après, c'est les mecs un peu sérieux, parce que c'est ce que je dis, les mecs un peu cons comme Frontières, ils sont juste ultra-sionistes et pro-de Gaulle, tout en étant suprémacistes et parlant de racines chrétiennes. Mais par contre, le mec un peu, l'étudiant en droit Assas un peu sérieux, lui, il est volontiers pétainiste et volontiers antisioniste. Mais donc, Reconquête a réussi à gagner du terrain, notamment grâce à ça, et surtout à se créer un corps armé. On l'avait vu, par exemple, avec le mec qui est je crois, le chef de la sécurité de l'île en Bretagne de Bolloré, là, qui est le chef d'un groupe néo-nazi qui va faire un enferme, là. Lui, c'était un mec qui faisait la sécu au meeting de Reconquête. C'est là qu'il a pété la gueule à des mecs d'SOS Racisme. C'est pour ça qu'il va faire de la prison. Mais donc, ils ont réussi à se créer un service d'ordre et un monde militant ultra violent, mais aussi ultra efficace, puisque historique et qui ont des QG un peu partout. Tandis que le RN parle moins, mais un peu comme, je pense par contre, qui est un peu comme avec LFI, où la plupart des groupes, genre comme la Jeune Garde, en réalité, sont plus proches des groupes comme NPA, et ils vont volontiers faire un vote utile, quoi, et aller voter LFI. Je pense qu'il y a plein de mecs qui trouvent que l'Action française c'est génial, et ils vont quand même voter RN en mode le vote utile. Ouais, c'est un peu terrifiant l'idée que le RN soit un vote utile, mais je pense quand même. Par contre, idéologiquement, la plupart sont beaucoup plus proches de Reconquête et d'Éric Zemmour, parce que plus radical et surtout parce que plus précautionneux et plus précis dans ce qu'il soutient. Et je vous le dis, Marine Le Pen, évidemment, elle va aduler De Gaulle comme Bardella, mais par contre, Éric Zemmour, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Pour conclure, je me suis ainsi interrogé de qu'est-ce qui se passera si ou quand le RN gagnera, puisque aujourd'hui, pour nous, le Rassemblement national, c'est un mouvement terrifiant, évidemment qu'on s'y oppose, mais pour une partie de ces groupes-là, c'est un peu les SOSDEM, quoi, quasiment, quoi. Même si la plupart iront voter et s'attendent quand même à des trucs plutôt en leur faveur,
je pense par exemple à la police qui déjà est plutôt chill avec tous ces groupes-là. Tous ces groupes-là pensent certainement qu'elle va l'être encore plus, qu'elle va encore moins regarder de leur côté. Néanmoins, moi je pense un truc, c'est c'est que le RN rapidement, comme elle le fait déjà, va essayer de se désolidariser de tous ces groupes-là et devenir ce qu'elle est, c'est-à-dire un parti de gouvernement. Et quand t'es un parti de gouvernement, c'est un peu dur de t'afficher avec des mecs avec des brassards nazis. Et c'est pour ça que Bardella déjà parle de ses brebis galeuses, etc. Mais il faut qu'il fasse gaffe parce qu'en attendant, la campagne va être certainement très violente. Là, c'est déjà, on le voit avec toutes les bagarres qu'il y a entre la jeune garde et les autres. L'année s'annonce bagarreuse et à ce moment-là, t'as besoin de militants sérieux, autant dans la bagarre que dans le tract, hein, mais n'empêche que tu peux toujours compter sur un groupe néo-nazi pour donner des tracts la journée et tabasser le soir, alors que si tu commences à trop te désolidariser de ces gens-là, il faut faire gaffe. Là, moi, je pense déjà que avec le RN qui vire à chaque fois, là pour les municipales c'était encore pareil, ils ont viré des mecs parce qu'ils faisaient des tweets un peu racistes et tout. Pour une partie des électeurs, il faut qu'ils fassent gaffe parce que les gens ils sont vraiment racistes et comme nous par exemple on veut que la gauche soit radicale, et ben eux ils veulent que les mecs ils assument, mais sauf que Bardella il peut pas se permettre ça parce que sinon ça lui bloquerait les portes de l'Elysée déjà légalement, parce que nous ce qui est bien c'est que quand on demande que la gauche soit radicale, normalement en général c'est rarement illégal, alors que eux quand ils demandent que l'extrême droite soit radicale c'est des trucs qui sont répréhensibles. Mais ils sont quand même dans cette quête de légitimité qu'avait commencé Marine Le Pen, et donc ils se désolidarisent de ces groupes-là, alors que Reconquête exploite ces failles-là, cette centralisation-là, quoi. Et surtout, moi je pense que une fois arrivé au pouvoir, nous on pense que... moi je pense ça en tout cas, que au début, les groupes racistes, les groupes suprémacistes, vont se sentir libres. Il va avoir des dizaines de drames, de bagarres, les torches dans les villes comme il y a déjà, mais de manière encore plus libérée. Mais qu'au fur et à mesure, le RN va essayer de les étouffer et va finir par, comme Macron, s'y opposer. On peut peut-être souhaiter ça d'une certaine manière, mais par contre, ça veut aussi dire un autre truc, c'est que moi je pense que le RN, étant un parti ultra-violent et de fait fasciste, si elle va se désolidariser de ces groupes civils d'extrême droite, par contre, elle va compter encore plus sur un groupe de fonctionnaires tout autant fascisés, c'est-à-dire la police. Ce sera peut-être discussion une autre fois, mais la police elle-même est autant contaminée par les idées fascistes et néo-nazis. Et je pense qu'à ce moment-là, le RN comptera là-dessus. Alors, on peut aussi se dire que du coup, la police sera peut-être plus compréhensive, plus sympa avec tous ces groupes-là. Je sais pas ce qu'on souhaite, parce que honnêtement, le problème, c'est que la police a plus de droits que ces groupes-là. Après, on peut se dire qu'il n'y aura pas non plus une alliance contre toute la gauche, entre la police du gouvernement et les groupes de chauves. Mais pourquoi pas, on sait jamais. Voilà, donc je pense que c'est important de toujours regarder ces tensions internes qu'il peut avoir, les pointer du doigt, parce que par exemple, la marche néo-nazie de samedi, il y avait des représentants de Némésis. Moi, je pense qu'il y a eu des petites tapes sur l'épaule en disant « Mais tu soutiens vraiment les juifs ?» dit le mec avec son t-shirt Hitler sous sa veste en cuir, quoi. Donc, c'est des débats qu'ils ont sûrement en interne. Nous, on a trop tendance à rassembler tous ces gens-là, alors que c'est toujours intéressant politiquement de pointer les incohérences, parce que ça permet de niquer leur grande union qui, en fait, est pleine de problèmes. Et je pense que c'est important, peut-être, de les pointer, parce que si les néo-nazis, par exemple, sont pas trop au courant que le RN est ultra-sioniste, n'hésitez pas à les leur dire. Si vous croisez un néo-nazi, dites-lui « Mais t'es sûr que tu votes RN ? Tu sais qu'ils adorent les juifs maintenant. » C'est de la stratégie peut-être un peu vicieuse, mais toute arme est bonne. Enfin voilà, fin d'émission. Je sais pas de quoi est-ce qu'on parlera la semaine prochaine, j'ai pas d'idée, mais ce sera certainement très intéressant. Vendredi soir, téléphone rose.
Je vous en prie, écoutez, car c'est un four, il faut le dire. Et surtout, moi, contrairement à Téléphone Rose, cette émission est un succès. Et donc, je compte sur vous pour donner de l'argent, puisqu'on en a besoin terriblement. Et puis, à jeudi prochain.